Comme vous le savez, les cardiopathies congénitales sont les anomalies les plus fréquentes, touchant presque 1% des naissances. Et elles constituent la première cause de mortalité chez les enfants avant leur première année de vie. Dans les pays développés, les enfants cardiaques bénéficient de soins assez avancés et facilement accessibles. Dans les pays en voie de développement, une grande partie de ces enfants vont être perdus et ceux qui survivent y sont encore traités de façon largement insuffisante. Regardons d'abord c'est quoi un centre de cardiopathie congénitale dans un pays développé. C'est une structure qui va prendre en charge l'enfant avant sa naissance et qui va continuer à le prendre en charge même après ses 18 ans, parce que la plupart de ces centres s'occupent eux-mêmes des congénitaux adultes. Ces structures obéissent au concept du one-stop shop. C'est une prise en charge multidisciplinaire et compréhensive. Donc, le centre regroupe plus qu'un cardiopédiatre et qu'un chirurgien. Il regroupe des cardiopédiatres spécialistes en cardiologie fœtale. Il y a les soins intensifs, il y a l'anesthésie, il y a l'électrophysiologie, il y a la radiologie cardiaque, il y a même la psychologie et surtout ne pas oublier les services de surveillance de qualité pour garantir les meilleurs soins et des prestations de haut niveau. Le profil que je viens de décrire est fortement conseillé pour un centre et ceci ressort clairement dans la plupart des recommandations dont la NHS anglaise, la Haute Autorité de Santé française et l'American Academy of Pediatrics. Maintenant, pour un chirurgien, parce que je suis chirurgien, comment se définit le succès d'un tel centre? Et même pour les cardiologues, le succès d'un centre est souvent défini par la morbidité et la mortalité chirurgicale. Et une des façons de le faire, c'est se comparer aux chiffres que propose la STS, la Society of Thoracic Surgeons, qui propose des chiffres de mortalité annuels et qui regroupe aussi les 4 années passées. Donc, par exemple, pour les nouveau-nés en 2017, la mortalité est de 7,4%, et ainsi de suite pour les différentes tranches d'âge. On peut bien sûr voir les chiffres de façon plus globale si on veut. Par exemple, mortalité tout âge, 2,7%. Mais on peut aussi voir les chiffres de façon plus spécifique selon la complexité de la procédure chirurgicale. Il y a plusieurs classes de complexité. La plus utilisée est la RACS-1. Et selon que la classe de complexité passe de 1 à 6, la mortalité passe de 0,7% à 17%. Il est assez conseillé aux chirurgiens qui travaillent dans les gros centres, surtout dans les pays en voie de développement, d'analyser et de montrer leur mortalité selon les classes de complexité. Parce que les gros centres reçoivent les malades les plus lourds, ils auront les plus grosses dépenses, la plus grosse mortalité, et donc ils seront sanctionnés à la fois par leurs administrateurs et par leurs cardiologues et par leurs patients. Donc, nous avons vu le centre idéal, comment il est. Nous avons vu le succès, comment on peut le définir. Et maintenant, regardons ce qui se passe dans les pays à faible et moyen revenus financiers. 90% de toutes les naissances mondiales sont dans les pays les moins favorisés du monde. Et comme l'incidence des cardiopathies sont pratiquement les mêmes partout, donc 90% de tous les enfants cardiaques naissent dans les pays les moins fortunés. Vous voyez sur la carte que ces pays, c'est le continent africain, le Moyen-Orient, l'Asie du Sud, l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud. Et il y a 3 facteurs sociaux qui font que l'accès aux soins dans ces pays devient presque un exploit. Premier facteur social, c'est le coût du traitement. Dans ces pays, le revenu des familles est bas. Et le revenu global per capita, par personne, est bas. Donc, le coût du traitement est très élevé par rapport aux moyens de la plupart des familles. Et vous voyez sur la carte que les 2 cartes se superposent, les taux de fertilité et les revenus, exception faite de la Chine et du Brésil qui ont aussi des bas revenus, mais des bas taux de fertilité. Un deuxième facteur social qui aggrave les choses, c'est l'âge médian. 50% des populations dans ces pays ont moins que 18 ans. Donc, les parents ont rarement un travail et un salaire. Et donc, ne peuvent pas s'occuper de leur enfant. Et vous voyez, c'est toujours les mêmes régions sur la carte. Troisième facteur
socio-économique, c'est les budgets de santé. Dans nos pays, les budgets dédiés à la santé, entre parenthèses, à l'éducation, font une petite partie du budget global annuel. Contrairement aux pays riches, vous voyez sur le tableau, les pays en voie de développement, le budget santé est moins que 6% du budget total, alors que dans les pays développés, le budget dépasse les 9% et atteint les 17%. Dans les pays en voie de développement, l'argent va pour l'armée, pour les dettes et souvent à cause de la corruption. Donc, le taux de fertilité élevé, l'âge moyen, le coût du traitement et la politique de santé font que dans les parties les plus pauvres du monde, il n'y a que 7% des enfants qui arrivent à avoir accès aux soins. Alors, quelles sont les solutions qui sont proposées? D'abord, envoyer les enfants à l'étranger. En général, c'est en Europe ou aux États-Unis. C'est les ONG qui s'occupent de ça. Elles financent et organisent ces voyages. Je citerai Gift of Life, la chaîne de l'espoir, mais il y en a beaucoup. Cette solution est la plus critiquée de toutes les solutions parce qu'elle ne s'accompagne pas d'une formation locale d'équipe et parce que les dépenses par rapport au nombre d'enfants traités sont importantes. La deuxième solution proposée, c'est les missions humanitaires. De point de vue dépenses, nombre d'enfants, c'est une meilleure solution que la précédente. C'est toute une équipe, en fait, qui se déplace et opère un maximum d'enfants pendant une semaine ou 10 jours. Il y a 80 ONG recensées dans le monde et qui travaillent un peu partout dans le monde, comme vous voyez. Cependant, quand ça ne s'accompagne pas d'une formation d'équipe locale autonome, c'est aussi critiqué. Et on sait que 26% des centres qui reçoivent des missions sont totalement inactifs en dehors de ces missions. Troisième solution imaginée, adoptée et la plus recommandée et suivie actuellement dans nos pays, c'est les initiatives des gouvernements pour créer des équipes locales autonomes. L'argent vient du gouvernement, vient des ONG, vient des organisations internationales ou d'accords entre pays développés ou en voie de développement. Le coût des traitements des enfants dans ces centres, comme ils sont à but non lucratif, vient de l'État et donc, en principe, toute la population est couverte. Mais la qualité des soins dans ces centres dépend de l'investissement et dépend de la qualité du personnel recruté. Dans les pays où les ressources sont limitées, en général, la qualité est moyenne, les listes d'attente des enfants sont longues. Dans les pays qui ont des ressources très élevées, je citerai par exemple l'Arabie Saoudite, le Qatar, le Koweït, les centres et les prestations dans ces centres sont de très haute qualité. Il y a des obstacles à ces initiatives gouvernementales dans les pays en voie de développement. Le brain drain, les médecins et les personnels de santé immigrent vers des pays où il y a plus d'opportunités de travail. Et puis, il y a les interventions politiques dans le budget de ces hôpitaux, dans le recrutement, dans l'administration, etc. Quatrième solution au problème, c'est les initiatives privées. Le secteur privé ouvre un centre immédiatement fonctionnel et de très haute qualité parce qu'on recrute à prix fort les meilleurs experts locaux ou des experts internationaux. La qualité des soins dans ces centres est en général excellente, comme les centres internationaux. Et comme le financement vient du secteur privé, donc c'est des centres à but lucratif et les soins sont au-delà des possibilités des familles. C'est pour les gens riches, assurés, à moins que l'État ne subventionne la population dans ces centres privés. Et c'est l'exemple qu'a décidé de suivre, par exemple, les Émirats arabes unis. Parfois, ces secteurs privés sont des initiatives ambitieuses d'ONG. Et je citerai par exemple le centre de Aswan en Égypte, où les soins sont d'excellente qualité et c'est ouvert à tout le monde. Une solution qui serait idéale serait de garder ce partenariat privé-ONG et de garder aussi l'action du gouvernement. C'est le système qui est suivi dans mon pays, au Liban. Le secteur privé est remplacé par une université. L'université amène l'argent, les finances, elle amène les soins qui sont de niveau académique, elle amène la surveillance de la qualité, elle va s'opposer autant que possible aux influences politiques et à la corruption du gouvernement,
Mais le gouvernement va amener un peu de protection à cette université. Il va surtout amener de quoi couvrir la population avec l'aide des associations humanitaires. Donc, au Liban, c'est une grande université, en principe, qui s'associe à un grand hôpital tertiaire, et le ministère, avec les ONG, vont couvrir la population. Les 4 centres qui fonctionnent au Liban et qui s'occupent des cardiopathies congénitales fonctionnent de cette même manière, et c'est les associations humanitaires qui aident le ministère à couvrir les gens les plus démunis. Il reste au Liban un problème qu'il faut citer, c'est les personnes déplacées qui viennent de la Syrie et les réfugiés palestiniens. Nous avons 2,5 millions de personnes déplacées pour une population de 4 à 5 millions. C'est le pays où il y a le plus de personnes déplacées per capita. Et ils n'ont aucune couverture sociale. Donc, les Nations Unies couvrent les gens déplacés, les enfants cardiaques à hauteur de 75%, et les 25% restants sont couverts par des associations ou des donateurs privés. Le gros problème qui persiste, c'est la chirurgie néonatale. Les cas complexes des nouveau-nés sont en train de drainer les caisses à la fois des Nations Unies et des associations humanitaires qui commencent à refuser ces enfants, à refuser de les couvrir. Donc, après cette revue de l'état des lieux, j'ai choisi 5 éléments que je pense assez importants pour assurer le succès d'un centre dans un pays en voie de développement. Le premier élément de succès, c'est l'équipe. Il est inutile de former un chirurgien s'il n'y a pas un bon cardiologue. Il est inutile de former un chirurgien s'il n'a pas un bon perfusionniste. Et le cardiologue et le chirurgien, sans un bon réanimateur, ne pourront pas accomplir leur mission. Donc, il faut une équipe complète. Tout le monde doit y être. Et plus important aussi que la quantité, c'est la qualité. Il faut des gens hautement qualifiés, il faut une cohésion de l'équipe et il faut que la hiérarchie soit claire et acceptée par chacun des membres de l'équipe. Cette équipe est indispensable pour les raisons suivantes. D'abord, il faut assembler le maximum de compétences qui sont dans le pays parce que déjà, elles sont rares. Il faut centraliser les structures par souci d'économie parce que les ressources sont limitées. Et puis, il vaut mieux être dans un seul centre, travailler en synergie, que dans plusieurs centres en tant que compétiteur. Deuxième clé de succès, c'est avoir une équipe qui est complète et qui est autonome. Nous avons la chance dans notre spécialité d'avoir la possibilité d'être autonome comme un petit hôpital dans un hôpital. C'est comme le cancer des enfants, c'est comme les maladies vasculaires cérébrales. Et je citerai les stroke centers qui sont partout dans le monde, les heart institutes, les départements mère-enfant et les centres de cardiopathie congénitale. L'important, c'est que ça donne... c'est recommandé en fait dans les pays développés et en voie de développement parce que ça donne aux médecins du centre congénital une liberté administrative et financière et les médecins aiment ça. Deuxième chose, et très importante aussi, le centre peut devenir un centre d'excellence même si l'hôpital est un hôpital assez moyen parce qu'il est autonome. Et puis, c'est une demande des familles parce que les familles aiment venir et parfois elles viennent de loin, tout finir en une seule visite. Troisième clé de succès et qui est aussi très importante, c'est la réputation, les résultats et la réputation du centre. Dans notre culture, malheureusement, l'herbe semble toujours plus verte ailleurs et les familles et même les ONG automatiquement cherchent à faire opérer les enfants dans un autre pays. C'est notre culture. Le décès d'un seul enfant qui vient d'une famille à profil élevé dans la communauté peut détruire la réputation d'un centre et d'un médecin dans nos pays. Donc, une faible mortalité et peu de complications vont asseoir la réputation du centre. La bonne réputation va augmenter le recrutement des patients, du point de vue qualité et quantité. Et donc, il faut diffuser et médiatiser les résultats s'ils sont bons. Ça va donner au centre une envergure régionale, surtout pour les ONG qui fonctionnent dans la région. Quatrième clé pour le succès, l'environnement académique. Dans les pays en voie de développement, souvent, la qualité des soins n'est pas surveillée par l'État. Donc, il est recommandé de mettre ce centre dans une université. Comme ça, la qualité des soins sera imposée par le contexte académique
sera imposée par l'existence de collègues médecins et chirurgiens de haut calibre et par l'obligation de former des étudiants. Et puis, un centre universitaire va attirer les jeunes médecins qui veulent se spécialiser, par exemple en cardiopédiatrie ou en chirurgie cardiaque. Et quand ils seront diplômés, ils seront autant de médecins correspondants et fidèles disséminés dans la région. Même si on n'a pas d'université, le contexte universitaire peut être créé. Il suffit d'imposer des protocoles, de faire des réunions formelles régulières et puis de faire des staffs obligatoires de mortalité, morbidité. Mais surtout, tenir un registre détaillé avec des indicateurs de performance pour tous les patients. Et si on n'a pas une database à 100 millions de dollars, un programme Excel peut faire l'affaire et tenir un registre complet et parfait. Et la cinquième clé de succès, c'est une stratégie financière et politique. 3 axes. Garantir des salaires acceptables pour les médecins et pour le personnel de santé, sinon ils vont quitter le centre. Trouver un moyen que tous les enfants qui sont cardiaques puissent être admis dans le centre, que ce soit avec l'aide du gouvernement, des ONG, des autorités locales, mais il faut que tout enfant puisse entrer dans le centre. Et troisième axe stratégique, il faut avoir un partenariat avec les autorités puissantes localement ou le gouvernement pour avoir une protection politique du centre. Malheureusement, c'est nécessaire dans les pays en voie de développement. Maintenant, je me permets de prendre 2 minutes pour vous parler de mon centre, du centre où on travaille à Beyrouth. L'université américaine est une université privée qui regroupe 8000 étudiants qui sont dans 120 programmes et sur un campus de 240 000 m² au centre de Beyrouth. L'hôpital universitaire est un hôpital privé, mais à but non lucratif. C'est un hôpital de 400 lits avec 36 fondations humanitaires qui fonctionnent, la plupart étant des associations locales, créées localement. Je citerai Braveheart et Gift of Life, qui sont les associations qui s'occupent des enfants cardiaques. Le Children's Heart Center a été fondé il y a 22 ans. Il regroupe 3 cardiopédiatres à temps plein, 2 chirurgiens à temps plein, 7 réanimateurs, 3 pour la réa pédiatrique, 3 pour la réa néonatale et 1 spécialiste en transplantation et en ECMO, 4 anesthésistes cardiaques, 2 spécialistes du cardiac imaging. Il y a dans ce centre 4 fellows qui se spécialisent en cardiologie pédiatrique, 3 en soins intensifs pédiatriques, 4 en soins intensifs néonataux. Nous avons déjà diplômé 5 fellows en cardiologie pédiatrique, 1 qui a été recruté à l'AUB et 4 qui travaillent en Arabie Saoudite, en Palestine, à Munich et à Melbourne. De point de vue chirurgie, le centre a opéré 1115 patients au cours des 4 dernières années. Chaque patient est fiché selon 72 indicateurs de performance pour les statistiques et pour essayer d'améliorer les résultats. Donc, il y a 26% de nouveau-nés, mais la plupart des malades, c'est entre 2 mois et 1 an. Il y a 25% de patients qui ne sont pas libanais, la majorité étant des Syriens et des Palestiniens vivant au Liban, et 5% d'Irakiens qui font le voyage à Beyrouth. La distribution des procédures, c'est du classique dans notre région du monde. La moitié des procédures, c'est les 6 ou 7 premières que vous voyez sur le graphe. J'ai regroupé dans Others les interventions plus rares, la transplantation cardiaque pédiatrique, les Norwood, quelques ECMO, des Al-Kappa, etc. 62% des interventions font partie des classes 3, 4, 5, 6 de complexité. C'est important pour les résultats. La durée de séjour en réa pédiatrique est de 3 jours, mais en réa néonatale, elle est de 15 jours parce que nous renvoyons les nouveau-nés de la réa à la maison sans passage par l'étage. Ceci augmente la durée de séjour totale, qui est de 12 jours. Elle est augmentée aussi parce que les non-libanais, nous les gardons aussi à l'hôpital 3 à 4 jours de plus à cause des conditions de vie dans les camps. Pour la mortalité chirurgicale, elle est de 2,6% au cours des 4 dernières années, ce qui est superposable aux chiffres de la STS. Dans ces 29 mortalités, les 3/4 sont des nouveau-nés, 20% des ventricules uniques, 17% des Blalock. Si on distribue la mortalité selon les âges,
les chiffres sont aussi superposables à ceux de la STS. Et si on distribue la mortalité selon la complexité, c'est aussi superposable à ceux de la STS, excepté en classe 2. Nous avons eu 3 mortalités de plus qu'il ne fallait. On a 1,5% pour 0,8% en classe 2, qui est supposée être une classe facile. Nous avons vu il y a 2 minutes que la réputation et les résultats sont très importants dans nos pays. Et il faut en parler, donc j'en parle. On est très fiers de nos résultats, qui sont superposables à ceux des meilleurs centres du monde. Par exemple, ça c'est les 10 meilleurs centres de New York, ils ont des résultats similaires. Pourtant, mon pays est un pays pauvre. On a la 3e dette publique du monde. Et les dépenses de santé par personne au Liban sont 15 fois moins importantes que les dépenses de santé à New York. Donc, quelle conclusion peut-on tirer de tout ça? Créer un centre développé dans un pays en voie de développement et pauvre, c'est faisable. Ce système qu'on a appelé les 4 P, Private, Public, Philanthropic, Partnership, peut fonctionner. Il faut juste une stratégie financière robuste, il faut une équipe complète et de préférence dans un contexte universitaire ou académique. Et nous croyons que la région a assez de ressources pour amener de l'espoir aux enfants et à leurs familles. Merci.